À nous suivre, c'est l'heure de vous informer. Merci de votre fidélité. Le président de l'Assemblée nationale a échangé mardi avec les députés originaires de Sud-Kivu au sujet du massacre de Moutaroulé, cette localité qui a été le théâtre d'une tuerie vendredi 6 juin dernier, vous le savez, causant 36 morts et 24 autres blessés. Une commission parlementaire de pacification se rendra sur place pour réunir des éléments qui permettront l'ouverture d'une enquête. C'est à l'issue de cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou et les députés originaires du Sud-Kivu que la commission parlementaire de pacification a été instituée. Après le massacre de Moutaroulé, ces députés avaient formulé une motion d'information pour solliciter la contribution de l'Assemblée nationale dans la pacification durable de cette partie du pays. Pour pacifier, il faudrait d'abord réunir les éléments. Certainement qu'il y aura une étape d'enquête. Il y aura également une étape de collecte d'informations émanant de toutes les sources qui pourraient être impliquées et intéressées. Une fois donc ces éléments réunis, l'on pourra procéder à l'ouverture d'une enquête, telle que l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur, qui s'était également rendu à Moutaroulé quelques jours après le massacre. L'enquête doit se faire jusqu'au bout. Les coupables doivent être identifiés et punis. Et l'opinion au niveau local devrait être informée de tout le processus. La situation sécuritaire reste précaire depuis près d'une semaine à Moutaroulé. 36 personnes avaient été tuées dans cette localité, ainsi qu'à Nyamougali et Katekama, dans la nuit de vendredi dernier par des hommes armés non identifiés. Les assaillants avaient également incendié plusieurs habitations et une église où se trouvaient des fidèles. Et après cet entretien mardi avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, ce mercredi, ces élus du peuple originaires du Sud-Kivu sont revenus pour continuer les discussions, bien sûr, sur la situation sécuritaire dans cette contrée en proie à des conflits armés. Ils étaient accompagnés cette fois du gouverneur Marcelin Sichambo. On l'écoute au sortir de cette rencontre. Nous avons profité de cette invitation du président de l'Assemblée nationale pour discuter de vive voix des problèmes que nous connaissons dans la province. On ne s'est pas concentré seulement sur le massacre de Moutaroulé, on a parlé aussi de tout ce qu'il y a eu comme événement avant le massacre et surtout de l'avenir de la province en matière de sécurité. Nous sommes en train de regrouper les FDLR qui déposent volontairement les armes. Il faut qu'ils soient tenus au courant de ce qui se passe. Il y a toute une série de situations sécuritaires allant jusque parfois dans des chefferies dont nous avons parlé. C'était une occasion unique de parler à tous les députés nationaux, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Autre titre d'actualité, et c'est une énième visite du Premier ministre Augustin Matata Ponyo ce mercredi au chantier de l'aérogare modulaire de l'aéroport international de Ndjili. Autrefois, le chef du gouvernement avait constaté avec satisfaction l'évolution des travaux de construction de cet important bâtiment aéroportuaire dont les travaux pourront se clôturer au mois de septembre prochain. Regardez. Jour après jour, ce site de l'aéroport international de Ndjili connaît une transformation et révèle peu à peu la silhouette de la première aérogare modulaire dont pourra se doter la République démocratique du Congo. Un chantier que le gouvernement suit de près et dans ses moindres détails. Le Premier ministre en tête, il est à sa deuxième visite du lieu en moins d'un mois. On a bordure, voilà, on fait des bordures parce que disons que tous les matériaux sont placés ici, sauf ce qu'on a dit de venir par avion. Et nous allons tenir les paris qui consistent à mettre cet aérogare en service peut-être d'ici 3 mois maximum. À l'horizon 15 octobre, disons. Nous pourrons avoir un service de qualité et comme nous le disons toujours, l'ambition c'est d'avoir cet aérogare totalement aux normes en termes de confort, mais aussi en termes de sûreté. La fin des travaux est prévue pour la première quinzaine du mois de septembre 2014. Un parking destiné aux taxis devra aussi être aménagé dès cette semaine, a instruit le Premier ministre, avant de s'envoler pour Kolwezi, où il procédera au lancement du deuxième tour cycliste du Congo.
Parlons transport dans ce journal. Le gouvernement de la République vient de réceptionner un nouveau lot de bus destiné aux exploitants privés œuvrant dans le domaine de transport en commun qui ont signé un partenariat public-privé avec le gouvernement congolais. Un partenariat duquel ces exploitants privés devraient, selon les clauses, recevoir des véhicules neufs à crédit. Des véhicules à crédit neuf, oui, le gouvernement respecte ses engagements puisque ces minibus sont bel et bien neufs. De marque Hyundai, ici il y a quelques mois, 168 ont été réceptionnés et cette fois ci sont 82, ce qui fait un total de 250. Tous seront mis à la disposition des propriétaires des véhicules privés réunis au sein de l'association des propriétaires des véhicules pour le transport en commun APEVCO. Nous profitons de cette occasion pour remercier son Excellence Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication qui s'est battu bec et ongle pour nous défendre auprès du gouvernement afin d'obtenir ce lot de bus, de 250 minibus. La livraison est prévue pour le 30 juin prochain, jour même de la fête de l'indépendance du pays. Mais il faudra avant tout connaître les modalités qui seront communiquées par le ministre Justin Kalumba. Ce véhicule leur sera confié dans les jours à venir. Quant aux conditions d'octroi de ces véhicules, son Excellence Monsieur le ministre des Transports, dans les jours à venir, va livrer à l'opinion nationale les conditions d'éligibilité de ces programmes. Ce partenariat gouvernement et APEVCO va permettre aux exploitants privés de renouveler leur charroi automobile. Et plus, il va permettre à la population d'avoir accès à un moyen de transport répondant aux normes avec toute la sécurité possible. Il faut aussi dire que l'arrivée de ces nouveaux bus est un signal fort du gouvernement Matata pour faire disparaître de la circulation les bus 207 dénommés par les Quinois esprits de mort qui continuent à causer tant de dégâts sur les routes de la capitale congolaise. Plus de 30 morts et 5 blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu à Munikenge au Bandundu sur la nationale numéro 1. La police de circulation routière estime que le camion surchargé en briques Adobe ainsi que le mauvais état de la route sont à la base de cet accident. Les blessés ont été admis à l'hôpital général de Kenge. Le véhicule de marque MAN est parti de Kenge pour recharger les briques en daube, en particulier à Munikenge. Selon les témoignages de rescapés, plus de 30 jeunes de Kenge ont chargé plus de 2000 briques. Juste à 1 km de leur retour, ce véhicule à mauvais état s'est renversé dans un ravin en faisant un tonneau. Les faits se sont déroulés vers 17h20, heure locale, affirment les témoins. 5 corps sont aussitôt sortis des décombres. 15 autres ont été récupérés ce matin. Jusqu'à cet instant, les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes sous les véhicules ou encore en dessous des briques. Selon les sources médicales, il y a 5 blessés admis à l'hôpital général de Kenge. Pour le médecin directeur de cette structure sanitaire, ils sont hors du danger. D'après lui, l'hôpital est impuissant de garder les morts, la morgue étant inopérationnelle depuis 2 mois. Les commissaires des districts lancent un cri d'alarme. Ils demandent l'appui des autorités provinciales pour enterrer les corps et soutenir les familles des victimes. Pour la police de circulation routière, ce camion ne pouvait pas supporter cette charge avec plus d'une quarantaine de passagers. Elle parle aussi des mauvais états de cette route des dessertes agricoles à la base de cet accident. Dans le secteur de l'économie, il s'est clôturé ce mercredi l'atelier sur l'investissement et la fiscalité en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, les participants, le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement dont la Banque mondiale ont mobilisé des réflexions et un plan d'action pour les réformes de gouvernance économique nécessaires afin d'améliorer sensiblement le climat d'investissement en RDC. C'est le point d'orgue de ces échanges qui ont duré 72 heures en vue de mettre en place des mécanismes pour l'amélioration du climat d'affaires en République démocratique du Congo.
Il fallait donc 2 heures de réflexion pour ressortir un plan d'action des réformes de la gouvernance économique qui doit faciliter les investissements locaux et étrangers. Le toit, c'est un élément très important pour le climat des investissements puisque le toit apporte la sécurité juridique pour les opérateurs. Mais le toit contient aussi une série de valeurs qui doivent guider les réformes et l'amélioration des conditions de la société en RDC. Et je pense que nous sommes bien placés, l'Institut euro-africain de droit économique, de soutenir, de donner des conseils aux réformes, et ceci en collaboration étroite avec le gouvernement et la société civile. Pendant 3 jours, le gouvernement congolais, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement, dont la Banque mondiale, ont formulé des recommandations qui doivent déterminer des stratégies pour assainir le climat d'investissement en RDC. Et ce mercredi, la Banque mondiale a organisé une journée porte ouverte en son siège ici à Kinshasa. Il était question d'expliquer le fonctionnement de cette institution de Bretton Woods, connue en RDC comme l'un des partenaires qui accompagne le pays dans divers projets de développement. Plusieurs agences d'exécution de projets financés par la Banque mondiale ont également participé à cette journée. En santé, éradiquer l'épidémie de rougeole à Kinshasa et stopper la mortalité mère et enfant en RDC, c'est le combat dans lequel viennent de s'engager les professionnels de la santé de la ville de Kinshasa. Une campagne de sensibilisation a été organisée par le ministère de la Santé avec ses partenaires IMA et ICE, occasion d'interpeller tous les médecins directeurs de toutes les zones de santé de Kinshasa face aux grands défis à relever dans leur domaine. Aucune femme ne doit perdre sa vie en donnant la vie et aucun enfant ne doit mourir en venant au monde. C'est le leitmotiv de ces médecins directeurs de toutes les zones de santé de Kinshasa qui viennent aussi de déclarer la guerre à l'épidémie de rougeole à travers cette campagne de sensibilisation organisée par le ministère de la Santé publique. Après analyse, on avait vu que la RDC ne pourra pas atteindre les OMD 4 et 5 d'ici 2015, raison pour laquelle les ministères de la Santé, ensemble avec ses différents partenaires, se sont mis ensemble pour élaborer les cadres d'accélération des OMD 4 et 5 pour pouvoir réduire cette mortalité maternelle. Une situation alarmante aux yeux des médecins, évoquant des infections maltraitées comme l'une des causes de la mortalité. Le gouvernement a certes enregistré des progrès, mais toujours pas suffisants. Il faudrait que ces actions d'accélération puissent être mises en œuvre au niveau des différentes structures, au niveau de leurs zones de santé, pour que nous puissions prétendre inverser les tendances de mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Toutefois, des pistes pour lutter efficacement contre la mortalité mère et enfant existent en RDC. Ces médecins ont toujours milité pour que 15% du budget national soit consacré au secteur de santé pour l'amélioration de la qualité des soins administrés à la mère et à l'enfant. Mais ils devront attendre la prochaine loi budgétaire pour espérer obtenir gain de cause. Parlant nouvelles technologies, à présent, le développement de la RDC se fera avec le déploiement de la fibre optique. Le ministre des PT Antique a déclaré ce mercredi à l'université de Kinshasa, revêtu de sa casquette d'enseignant. Kinki Mulumba a animé une conférence débat à la colline inspirée. Il a révélé aux étudiants que l'inauguration du point d'atterrage de Moanda a fait basculer la RDC dans le haut débit avec comme corollaire le désenclavement numérique de la RDC. Ouvrons notre page sportive à présent. Je vous l'ai annoncé au sommaire. Le coup d'envoi du deuxième tour cycliste international de la RDC a été donné ce mercredi à Kolwezi dans le Katanga. Et c'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a donné le go de cette compétition à la place de Cinquantenaire à 300 km au nord-ouest de la ville de Lubumbashi. Contrairement à la première édition, cette deuxième réunit 90 athlètes de 15 nationalités différentes venus de la Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France, de l'Ouganda, du Togo et du Sénégal, pour ne citer que ceux-là. Pour le Premier ministre Matata Ponyo, ce tour cycliste va pouvoir se professionnaliser et se consolider sur l'ensemble de la RDC pour que les compétiteurs découvrent les progrès réalisés par la RDC.
Il y a quelque temps, il était inimaginable qu'on pouvait lancer ce type de compétition avec la participation des pays non seulement africains mais européens. Donc je crois qu'à la deuxième édition, nous pouvons nous dire que c'est un succès, mais je crois que chemin faisant, nous allons améliorer, professionnaliser davantage et il est important que la diaspora sache que la RDC est en train de retrouver petit à petit sa place sur les concerts des nations. Aujourd'hui, Kolosi est rené. Kolosi est un centre de production minière très très importante, mais Kolosi a vu aussi